Et quand j'arrive, je suis mariée, il me compare à d'autres femmes. C'est devenu frustrant. Il me rabaisse, jamais des paroles valorisantes. Toujours en train de me rabaisser, toujours en train de me comparer. Quand je tousse, il me regarde avec mépris dedans, tout ça. J'ai coulé une larme après avoir regardé cette vidéo. Et on se demande ce qu'à un moment donné veulent les hommes. Je suis sûr qu'à votre tour, ce sera pareil. Écoutez cette femme en larmes qui a vécu, mais alors le martyre, voilà, de son enfance jusqu'à son foyer. Écoutez la triste histoire de cette jeune femme. On se retrouve juste après. Merci, Madame Ghislaine. Comme vous l'avez dit tantôt, je m'appelle Laurence. Je suis issue d'une famille, d'un couple marié. Mon père et ma mère n'ont eu que moi. Et j'ai été une enfant assez joviale de nature. J'aimais bien jouer. J'étais une enfant très dégagée et tout. Mais seulement mon père c'était un papa très sévère. Il était sévère, il était violent. Et la difficulté que ma mère et moi nous rencontrions avec lui, c'était qu'il était rabaissant. Déjà, quand les deux se sont mis ensemble, mon père lui faisait des études. C'était au village à la base, même avant que je ne naisse. Et puis, ils sont venus en ville. Ils m'ont eu. Mais ma mère, elle n'avait pas fréquenté, sauf qu'elle était couturière. En dehors de la couture qu'elle faisait, elle avait ouvert plusieurs petits commerces pour pouvoir prolonger ses fins de mois. Et ce commerce-là aidait à nourrir la famille parce qu'à l'époque, mon père était étudiant au CUS. Donc, ça aidait à nourrir la maison, à participer aux frais de scolarité de mon père et tout. Seulement, le couple souffrait beaucoup parce que mon père était un homme violent. Comme je l'ai dit tantôt, il était violent. Il la battait, il l'insultait, il la rabaissait. Et à un moment, elle est devenue alcoolique. Excusez-moi, elle est devenue alcoolique et elle s'est noyée dans la bière. Elle buvait. Les bagarres, c'était tout le temps. Parfois, ils se bagarraient, ils tombaient sur moi. Et à un moment, moi qui étais une enfant si joyeuse, j'ai commencé à déprimer. Quand je rentre dans la dépression, je suis devenue timide et je me suis fermée. Donc, je vivais dans la maison avec deux adultes violents qui se bagarraient. Et j'étais une enfant, je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'au jour où ma mère, quand elle n'en pouvait plus, elle a ramassé toutes ses affaires. Elle a quitté le foyer, elle est partie. Quand elle est partie, je lui en ai voulu parce que je me suis dit qu'elle m'avait abandonnée avec mon père puisque je le considérais comme un bourreau. Et il m'insultait, il me battait, il me rabaissait. Mais ce qui était bien, c'est que c'était un papa financièrement responsable, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai fait de très bonnes études, dans de très bonnes écoles. Merci. Non, sur le plan de l'école, tout ce qui est école, tout ce qui est besoin de l'enfant, vraiment, il était responsable. Mais sur le plan émotionnel, c'était vraiment un échec total. J'aurais aimé que mon père m'apprécie pour ce que je suis, qu'il m'encourage quand, par exemple, c'était difficile, mais ce n'était pas ça. Je n'avais pas le droit de pleurer. Quand je pleurais, il m'insultait, il me rabaissait. Il me traitait de faible. Donc, dans l'éducation que j'ai reçue avec mon père, comme j'étais une petite fille, et à la base, lui, il disait toujours qu'il aurait aimé avoir un garçon. Puisque quand ils m'ont eu, ma mère, avant de m'avoir, ils ont eu des difficultés pour avoir un enfant. Finalement, quand ils m'ont eu, c'est plutôt une fille que Dieu leur a donnée. Mon père n'était pas vraiment satisfait, mais disons aussi qu'il a fait avec, parce que j'étais une fille. Donc, je pense, aujourd'hui, quand j'essaye d'analyser moi-même en tant que parent, je me dis, peut-être comme il voulait un garçon, il m'a donné l'éducation d'un homme. Parce qu'en grandissant, il m'a forgé un caractère tellement fort que je suis une personne qui a du caractère. Oui, je suis une personne qui a du caractère et tout. Quand je reste donc avec mon père, pour revenir à mon histoire, je reste avec mon père, j'arrive en terminale.
j'échoue au bac 3 fois. Et les 3 fois où j'ai échoué au bac, ça a été les 3 années les plus difficiles. Il m'insultait, il me rabaissait. Quand il faut aller payer la scolarité pour me donner l'argent, il jette au sol et tout et tout. À un moment, j'ai grandi, je n'en pouvais plus jusqu'au jour où, puisque même dans la famille, je voyais la famille, j'essayais d'expliquer ce que je vivais et tout le monde le connaissait comme ça, mais personne n'osait parler parce que c'est le seul qui avait réussi. Comme on dit ici, c'était le porteur. Et on ne boude pas le porteur, on n'affronte pas le porteur. Parce que tu sais que si toi de la famille, tu oses l'affronter, quand tu auras un problème, tu iras voir qui. C'est lui qui résout les problèmes de tout le monde. Donc quand j'allais en famille, je partais me plaindre que est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut lui parler? Eux, ils me conseillaient juste en aparté, mais il n'y avait personne qui osait aller lui parler. Donc je me suis battue du mieux que j'ai pu, j'ai supporté. Et à un moment, jusqu'au jour où un jour, je me rappelle, je faisais la lessive. Il m'a appelé d'aller payer les images. C'était un dimanche et c'était fermé. Je reviens, je lui dis que c'est fermé. Nous sommes dimanche. Il ne comprend pas que nous sommes dimanche. Ce jour-là, c'était vraiment à la goutte d'eau. J'ai explosé. Je me suis mise à pleurer. Quand je me mets à pleurer, je lui dis, mais pourquoi tu m'insultes? Nous sommes dimanche, les boutiques sont fermées. Il me dit, non, tu as toujours été comme ça. Tu es même d'abord bête, tu as toujours été une imbécile. Et puis, j'ai toujours dit à Dieu, pourquoi toutes ces années il a fait que je vive avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant comme toi? Là, c'était vraiment... C'était pas la première fois, mais c'était la fois de trop. Je suis sortie, j'ai fait comme si... Je lui ai dit, je vais repartir pour voir si il y a une autre boutique ouverte. Mais quand je suis partie, j'ai pris mes diplômes, j'ai mis sous mon t-shirt que je portais. En partant, je savais que je ne reviendrais pas. Je suis partie. J'avais une amie avec qui on avait fait le collège. Quand je suis partie, je l'ai appelée. Elle m'a dit, viens à la maison. Je suis allée. Elle m'a accueillie chez elle. Donc, eux aussi, c'était des orphelins, mais ils vivaient chez eux en famille. Je suis allée vivre là-bas. Et puis, le lendemain, je lui ai dit que je vais d'abord aller quand même voir mes tantes. Il faut que je leur dise ce qui s'est passé. Le lendemain, je vais voir ma famille parce que toutes habitent au même endroit. J'y vais, je leur explique ce qui s'est passé. Elles font comme d'habitude. Oui, tu sais que ton père est comme ça, on ne sait pas pourquoi il est comme ça et tout. Mais vraiment, ne repars même plus. Comme tu as dit, c'est bon, ne repars plus. Quand je retourne chez mon ami, mon père semble-t-il appelle, parce que là, c'est ma tante qui m'avait appelé. Moi, je n'étais pas là. Elle me rapporte juste l'appel qu'il aurait appelé et il a demandé si j'étais là-bas ou si elles m'ont vu. Elles lui ont dit que non, mais que vraiment, elles ont peur parce que moi-même, je connais mon père et elles ne veulent pas les problèmes avec leurs frères. Ce qu'elles me conseillent, c'est de retourner. Je leur dis alors que si je retourne, est-ce que vous m'accompagnez? Elles me disent que non, on ne peut pas, puisqu'on lui a dit qu'on ne t'a même pas vu. Donc retourne, mais sache que nous sommes de tout cœur avec toi. Nous sommes de tout cœur, mais retourne. Mais je ne suis pas retournée. Et la maison dans laquelle je vivais, comme je vous disais, c'était... Et donc là, vous arrivez chez votre ami? Oui, okay. Chez mon ami. Qu'est-ce qui se passe là-bas quand vous êtes là-bas? J'arrive là-bas, je vis là-bas, ils m'ont accueilli. C'était vraiment, oui, j'étais bien, j'étais à l'aise, tranquille. J'ai commencé à faire, comme je suis quand même une battante, j'ai commencé à faire des petits commerces, je vendais les jus, jusqu'au jour où son frère aîné a commencé à me draguer. Quand il commence à me draguer à la base, mon amie, je savais qu'elle n'aime pas qu'on sorte son frère. Je lui fais comprendre que je ne suis pas intéressée. Et dès le départ, même quand il me drague, j'étais un peu dégoûtée parce que c'était comme une fratrie pour moi. J'étais un peu dégoûtée et l'idée au départ que j'avais, je me disais que mais il veut juste, en fait, il veut profiter. Comme il y a une fille à la maison, est-ce qu'il voudrait juste coucher avec moi? Et je lui ai dit non. Il a continué à insister. À un moment, j'ai voulu partir de là. Quand je veux partir de là, je me rappelle à l'époque, on avait un autre ami commun, non, je vais taire le nom ici, il est prêtre. Je lui expose le problème, que voilà, ce qui se passe et tout. Il me dit, non, moi je trouve que c'est quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien. Pourquoi vous voulez toujours chercher ailleurs, alors que vous vous connaissez? C'est donc comme ça que dans le secret, sans dire à mon ami, je commence une amitié secrète avec, une relation secrète avec lui, avec son frère. Entre-temps, j'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer parce que là,
tu as violé un interdit. C'est comme si tu as violé une loi. C'est comme si tu es en train de voler quelque chose. Quelqu'un qui t'a accueilli, ça me dérangeait. Et tout et tout. Jusqu'au jour où on nous a conseillé de leur dire. On les a fait asseoir et on leur a dit, son frère, leur frère leur a dit que Laurence et moi, nous avons une relation, nous sortons ensemble. Et ils ont mal pris la chose. Ils m'ont rejeté. On a continué à vivre là. Naturellement, je dormais, dès le départ, je dormais avec les filles. Mais quand ton gars dit ouvertement à la famille, tu rejoins la chambre du gars, je vous assure, c'était une situation tellement gênante. Parce que je vivais déjà là, mais tout avait changé. Ils ne m'appréciaient plus comme au départ. Ils étaient vraiment dégoûtés. Avec mon ami, ce n'était plus vraiment ça. Même avec la nourriture, elle me faisait déjà un genre et tout. Et après, on a réussi à déménager de là. Et puis, on n'a même pas fait 3 mois ensemble. Il m'a demandé en mariage. Quand il me demande en mariage, je me lève, je ne vais pas dire à mon père. Je prends mon courage à 2 mains, je pars chez mon père pour lui dire que voilà ce qui se passe. Quand mon père me voit, il me dit que toi, si tu sors d'où depuis que tu as disparu, ça fait 1 ou 2 ans que tu as disparu, tu sors d'où? Je lui explique que voilà. Je lui demande d'abord il permet que je lui parle parce que j'aimerais bien lui dire ce que je ressens. Il me dit, tu veux me parler de tes sentiments et de ce que tu ressens par rapport à quoi? Vous, les enfants d'aujourd'hui, qui vous a dit que les histoires que j'entends là, que communication enfant-parent, ça existe seulement chez les Blancs. Va loin avec ça. Il me dit que tu dis que tu veux même quoi au juste? Si c'est seulement pour parler de tes émotions, pas. Mais tu disais que tu voulais me dire autre chose, c'est quoi? Je lui dis donc que j'ai rencontré quelqu'un et il veut m'épouser. Mon père me dit pardon. Le travail, tu n'as même pas. Tu as toujours été un échec. Dans la profession que toi, tu veux choisir, c'est qu'on va écrire ton nom. Et Kobota, Antoinette Laurence, profession, je prépare les sauces chez un homme. C'est ça qu'on va écrire comme profession pour toi. Je lui dis non. Mais le gars m'aime et tout. Il me demande, le gars est d'où? Je lui dis d'où le gars est. Comme moi, je suis du centre, il me dit non, ça ne peut pas se faire. Chez nous, on n'épouse pas les étrangers et tout. Mon père m'a chassée. Je suis allée, comme on voulait se marier à la mairie et à l'église, le prêtre qui nous suivait me dit, donne-moi le numéro de téléphone de ton père, je vais l'appeler, mais il faudrait que tu repartes le voir. Je suis allée plusieurs fois et j'étais enceinte. Je suis allée plusieurs fois voir mon père, il me chassait. J'ai accouché de mon premier bébé. Non, avant d'accoucher de mon premier bébé, le prêtre nous dit ceci. L'église, généralement, quand l'église voit un jeune couple qui veut se marier, qu'est-ce qu'on fait? On encourage. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas continuer à aller voir ton père et s'il persiste dans son refus, nous maintenant, on ira à notre tour. Et si ça ne marche pas, on ira jusque chez l'évêque. Et après, le prêtre nous a conseillé de séparer les dates. Il nous a dit, comme on voulait tout faire le même jour, il a dit, vous allez d'abord faire la mairie pour qu'on fasse un processus avec lui pour fixer une date à l'église. Donc, je me suis mariée à la mairie contre la volonté de mon père. Je me suis mariée, j'étais seule. J'étais vraiment seule, sans personne, sans famille, sans rien. Oui. Ensuite, j'ai continué les démarches auprès de lui sans toutefois lui dire que je suis déjà mariée à l'état civil. Après, et pour le flatter même, je lui dis, le bébé que je porte, je compte te le nommer. Parce que l'échographie a montré que c'est un garçon. Au départ, il a dit, OK, pour le bébé. Mais il m'a dit non pour le mariage. Il a continué à dire non. Quand j'ai accouché mon bébé, le jour que j'ai accouché, mon bébé est né. Il a vu une souffrance, je ne sais pas comment on a, je ne me souviens pas bien. Postnatal. Oui. Et 2 jours après, il est décédé. Je suis allée voir mon père, je lui ai dit que j'ai accouché, mais mon bébé est décédé 2 jours après. Il me dit, c'est bien fait pour toi. Tu voulais d'abord me nommer les fantômes, pourquoi? Ma famille s'est moquée de moi. On a ri de moi partout. Et après, je suis allée voir le prêtre, je lui ai expliqué.
il a dit, c'est pas grave, comme on a commencé le processus, on va le terminer. Et nous nous sommes mariés à l'église. Et puis je suis tombée enceinte une deuxième fois dans mon aîné que j'ai maintenant. Je suis repartie voir mon père pour lui dire, je suis enceinte, voilà, je voudrais que cette fois-ci tu m'accompagnes. Il m'a dit non, va avorter. Va avorter. Après, il y a eu le mariage. Oui, après donc, il y a eu le mariage et tout. Je ne suis pas allée avorter naturellement, oui. Cette fois-là, je suis partie définitivement. Je me suis mariée à l'église. Je me retrouve dans le mariage. Même pas 2 mois de mariage, je me rends compte que mon mari est bizarre. Il est distant, en fait. Quand j'approche peut-être la main pour le toucher, il a des réactions comme s'il est sur la défensive. Je ne comprends pas. Ça n'a vraiment pas mis long. Dès le départ, il est devenu froid. Quand il est dans une pièce, j'entre dans la dite pièce, il sort, il part dans une autre. Je ne comprends pas. J'ai vécu... Après, il a commencé, il me comparait à des amis qu'on a en commun. Il me comparait à des personnes qu'on connaît en commun. Il me dit, tu vois pas comment telle est, tu es toujours comme ça, machin, truc. Et j'ai oublié de vous dire que, déjà enfant, les gens m'ont toujours dit que je suis une laide personne. Donc, avant, ça ne me dérangeait pas, ça venait de la famille. On me disait toujours que mais elle est laide. Quitte ici, même quand il y a un groupe d'enfants qui jouent, on me met toujours de côté. Et quand j'arrive, je suis mariée, il me compare à d'autres femmes. C'est devenu frustrant. Il me rabaisse, jamais des paroles valorisantes. Toujours en train de me rabaisser, toujours en train de me comparer. Quand je tousse, il me regarde avec mépris des dents, tout ça. Mais comme mon père aussi, financièrement responsable, sur le plan financier, vraiment rien à lui reprocher. Mais dès que tu enlèves ça, tout le reste, dort au salon, tout ça... Je suis restée là. Et quelles étaient vos réactions quand il lui réagissait? J'étais triste, je pleurais, je lui demandais, oui, parce que moi je l'aimais, oui. Je lui demandais qu'est-ce qui ne va pas. J'essayais d'en parler avec des personnes de confiance que nous avons. On me donnait des conseils et tout. J'ai essayé d'être une épouse modèle. Moi, on m'a appris que quand tu vas aller en mariage, une femme fait à manger à son époux, tu dresses la table. Quand il revient, dès que je veux l'accueillir, c'est pas ça. Il m'a dit non, ne me sers pas à manger, ne te dérange pas pour moi. Il s'est toujours servi dans la marmite et tout. Et j'étais vraiment malheureuse. J'étais malheureuse. J'ai fait 9 ans de mariage, mais je vous assure, j'ai passé 9 ans de tristesse, de souffrance, de solitude. Je me rends compte que je me suis mariée à moi-même. Je me suis mariée à moi-même jusqu'à ce que... À un moment, j'étais fatiguée une première fois, je suis partie. La famille et lui sont revenus me chercher, je suis revenue. Quand je reviens, on fait l'assise un dimanche. Le mardi, là, il a recommencé les mêmes choses. Il a recommencé. Même avec les enfants, il n'y a aucune connexion père-enfant. Il n'y en a pas. Et je n'en pouvais plus. Et pourquoi vous êtes resté autant de temps? Parce que je suis restée autant de temps par amour, parce que j'étais amoureuse et j'avais de la compassion aussi, comme c'est un orphelin. Je me disais, si je pars, il va faire comment? Quand je le vois, est-ce qu'il peut même rester seul? En même temps, je voulais jouer le rôle d'une épouse, le rôle de la mère, le rôle de la conseillère. Même comme lui ne m'aimait pas, moi je me disais, de toute façon, moi je l'aime. Peut-être ça va changer, peut-être ça va aller. Même quand on sortait, vous allez voir, il apprécie d'autres femmes devant moi. Mais je vous assure, je le dis, parce que je pense que l'émission sera peut-être vue. Je le dis sans risque de me tromper, qu'en 9 ans de mariage, j'ai reçu un compliment une seule fois. C'était en 2015. J'avais porté une robe bleue. Et c'est même la robe qu'il avait dit que la robe est belle. Parce que je suis quelqu'un de très sensible. C'est resté. C'est resté. Il m'a dit la robe est belle. Il ne m'a même pas dit tu es belle dans la robe. Il m'a dit la robe si est jolie. Et comme mon père aussi, c'est quelqu'un qui... Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit un jour que ton repas est bon. Ou bien
tu gagnes ou bien telle chose est bien. Mais de la facilité, toujours à dire que oh, pourquoi tu fais telle chose comme ça, toujours en train de je ne refuse même pas la critique, je suis une personne très ouverte. Mais je veux dire, Aucun compliment. oui, aucun compliment, on ne te rappelle que ce que tu fais de mal, mais qu'est-ce que tu fais donc de bien? N'apprécie pas et Et tout. ça a duré comme ça 9 ans. Ça a duré comme ça 9 ans, jusqu'à ce que je me... Excusez-moi. Ça a duré comme ça 9 ans, jusqu'à ce que je me décide. J'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, mais Laurence, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que même en amitié, j'ai vécu ça. J'ai été une enfant unique. J'ai toujours acheté l'amitié. J'ai toujours aimé avoir des amis qui pouvaient être les sœurs que je n'ai pas eues. Mais ça a toujours été pareil. Regarde comment elle est laide, regarde comment elle ceci. Il y a une chose que je voudrais quand même spécifier. Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas pourquoi c'est une grâce. Lorsqu'un homme me drague, même si je n'accepte pas de sortir avec, il y a cette facilité-là en moi. Les hommes aiment bien prendre soin de moi, même si ce sont des amis. Et en amitié, par exemple, tu voudrais bien que tes amis t'apprécient, mais elles se disent, non, nous, je suis brune, je suis belle. Qu'est-ce que toi, tu as jusqu'à... Bien, c'est seulement ton calme ou ta douceur. Là. Tu as quoi? Tu es pourtant laide. On m'a toujours dit ça, laide. Jusqu'au jour, mon mari m'a fait comprendre que... Je lui ai demandé, pourquoi tu m'as même épousé juste. Il me dit, à la base, quand j'étais jeune, on était en famille, tu me rappelais ma mère. Tu avais le caractère de ma mère, puisque c'est un orphelin. C'est ça qui a fait que je te drague, mais tu n'es pas mon style de femme. Moi, mon style de femme, j'aime les femmes brunes. Et quand vous avez ça a fait comment? Naturellement, ça m'a brisée. Et ça, c'était va. combien de temps après le mariage? Je suis restée encore bien longtemps, peut-être 4 ans ou 5 ans. Je suis restée 5 ans, il a malgré quand tout. même dit. Oui. Maintenant, ce qui a fait que je parte, c'est ce qui a fait que je décide de me séparer, parce que j'ai demandé le divorce aussi. Je prends cette décision parce que il me dit clairement, la première fois quand je lui ai dit que je suis d'abord partie là, c'est parce que cette fois-là, il m'avait dit, pas non, depuis des années, je te dis pas à la porte ouverte, tu es ici parce que c'est toi qui veux. Tu serais à partir depuis. Mais il me disait ça tout le temps. Ce qui a fait que je parte la fois là, c'est parce que là, il avait ajouté que ce que tu n'as pas pu accomplir, une autre femme pourra venir faire ça. Je lui ai dit, ah bon, je suis partie. Ils sont venus me prendre. Mais cette fois-ci, je demande le divorce parce qu'il m'a dit clairement que mot pour mot, je ne suis pas amoureux de toi. Je ne t'ai jamais aimé. Je n'ai pas de sentiments pour toi. Je lui ai demandé s'il pouvait mettre ça sur écrit. Il a accepté. Il m'a écrit la lettre et il me l'a remise. Ok. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes séparés. Aujourd'hui, nous sommes séparés. Nous avons... Mais j'ai décidé de vous demander avez le dit que c'est divorce. quelqu'un de très responsable. Oui, c'est quelqu'un de très responsable. Ce n'est pas un homme foncièrement méchant. Je ne vais pas le calomnier. Je veux juste te dire qu'avec moi, ça n'a pas marché, c'est tout. Mais ce n'est pas un homme méchant. C'est pas... Non, c'est pas un homme méchant. C'est pas... Mais il n'aime pas, en fait. Oui, donc, c'est mieux que de vivre dans un foyer où tu as ton mari qui est malheureux parce qu'il ne t'aime pas. Et toi, tu l'aimes en retour. Mais tu ne reçois pas cet amour. Mais... il ne peut pas trouver, lui n'arrive pas à trouver le courage. Autant mieux que moi je prenne dans les rênes et que je dise non, c'est mieux qu'on se sépare. Mais sinon, il est financièrement responsable, il prend soin de ses enfants, il ne manque pas ses obligations de père et tout. Oui, sur le plan financier, parce que sur le plan émotionnel aussi, il n'y a vraiment pas de lien entre les enfants et lui. C'est vraiment une histoire très émouvante. J'apprécie beaucoup le fait que vous avez pu vous ouvrir et surtout être sincère dans vos propos. Voilà, chers amis, si je dois donner mon avis à ce sujet, à cette histoire, il n'y a qu'une seule chose, ou alors 2 ou 3 choses à retenir, c'est que lorsque vous allez vous engager dans une quelconque relation ou dans une quelconque démarche en voie de mariage, il faudrait mieux savoir avec qui vous allez vous engager. Il faudrait être apte à avoir cet instinct spirituel, à savoir celle-ci ou cette personne me mérite-t-elle ou pas. C'est malheureusement le piège dans lequel cette femme est tombée. Ce qui nous ramène
au sujet de base de cette émission, à savoir la dépendance affective. Cette femme est tombée dans le piège de l'émotion. Ce rejet qu'elle avait déjà reçu de ses parents, c'est ça en fait qui a fait en sorte qui avait fait en sorte autant pour moi qu'elle se retrouve entre les bras de celui qui à un moment donné lui apportait un peu d'amour, un peu de réconfort. Le résultat de ce qui lui était arrivé dans son foyer est tout simplement venu de ses propres parents, notamment son papa en particulier. La fille ne cherchait là que un peu d'amour, un peu de compassion, mais il se trouve malheureusement pour elle que ce n'était pas la bonne personne. Cette personne qui s'était servie de ses faiblesses, de son mental rabaissé pour pouvoir profiter d'elle. Malheureusement, c'est ce qui arrive à la plupart des personnes qui sont victimes de dépendance affective. Aucun homme normal ne saurait s'engager à épouser une femme pour ensuite dire à celle-ci 2, 3, 4 mois après, ou du moins quelques années après, qu'il ne l'a jamais aimée. Ça montre à suffisance à quel point, dès le début, c'était une duperie. Plusieurs femmes, et même les hommes, voilà, il faut le dire, la dépendance affective, c'est un phénomène qui touche plusieurs personnages, notamment les hommes et les femmes en même temps. Donc, il faudrait interpeller ici, je vais commencer par des hommes. À un moment donné, il vaudrait mieux ne pas s'engager avec une femme qui est émotionnellement instable. Si c'est pour jouer, autant mieux jouer et en rester là au lieu de lui vendre des rêves pour ne la mener nulle part. Si vous voulez profiter d'une femme faible émotionnellement, faites-le et quittez. Et ne lui promettez rien. C'est mieux. Parce que je sais que je ne peux pas dire aux hommes de ne pas y aller. Toujours est-il dit qu'il y a des personnes, il y a des gars vicieux qui n'attendent que ça pour sauter sur les proies, pour sauter sur les femmes. Donc je dirais tout simplement, lorsque vous voulez le faire, faites-le et ne promettez rien. Laissez libre champ à la femme de pouvoir déployer ses ailes ailleurs. Tu ne peux pas épouser une femme et lui dire que tu l'avais épousée parce qu'elle ressemblait à ta mère ou avait les mêmes comportements que ta mère. Où est le rapport? Je ne saurais épouser une femme sous prétexte que celle-ci a les comportements de ma mère ou sous prétexte que celle-ci ressemble à ma mère. Ça n'a aucun sens. Autrement dit, tu serais donc en train de rester avec ta mère et de supporter ta mère en tant que femme. Lorsque vous voulez vous engager, évitez de jouer avec les émotions des femmes. C'est ce qu'on dit souvent parce qu'il y a des hommes qui négligent cet aspect-là. Beaucoup d'hommes négligent cet aspect selon lequel la femme, lorsqu'elle sent qu'elle a été manipulée, peut se venger, mais alors cette vengeance peut pourrir ta vie jusqu'à la fin. C'est ce que beaucoup d'hommes ignorent. Au lieu de mobiliser des personnes, voiler le visage de celle-ci, lui dire voilà, je t'épouse, au point d'aller à l'église. Parce que quand on sait que le mariage à l'église, c'est la concrétisation. Comme pour dire, c'est vraiment jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand on dit qu'on est lié devant Dieu, c'est à l'église. Devant les hommes, c'est à la mairie. Et lorsqu'on réussit à faire l'assemblage des deux, c'est qu'il n'y a plus, normalement, il ne devrait plus avoir l'issue des divorces lorsqu'on est marié de la mairie à l'église. Voilà pourquoi on va voir beaucoup qui préfèrent faire sa dot et puis se limiter peut-être à la mairie et observer encore pendant 3-4 ans. Parce que aller à l'église, c'est une façon de tout sceller. On peut encore trahir devant les hommes, mais trahir devant Dieu, c'est autre chose. Maintenant, à vous, mesdames, s'il y a un message que je peux avoir pour vous, compte tenu de l'histoire de cette dame, c'est que lorsque vous sentez que vous êtes faible émotionnellement, évitez de vous retrouver seul avec des hommes. Ça peut arriver si c'est dans le cadre de vous remonter le moral. Mais si vous sentez que ça tourne en bourrique, genre, voilà, ça commence à aller dans le sens où il veut être avec vous et tout, il vaudrait mieux éviter ça. Parce que quelle qu'en soit la décision que vous prendrez à accepter cela, vous ne serez jamais sûr.
Et lui va profiter de cela pour assouvir ses désirs. Lorsque vous êtes faible émotionnellement, n'allez pas chercher recours chez un homme. Je ne dis pas que c'est à 100% que ça ne marche pas, mais je dis il vaudrait mieux éviter pour être sûr de sa lucidité lorsqu'on veut prendre certaines décisions. Une femme émotionnellement stable, c'est comme un homme qui est saoul, qui a bu. Et du coup, qui peut s'aventurer à draguer n'importe quelle fille. C'est exactement ça avec la femme. Lorsque elle est sous dépendance affective, elle a tendance à vouloir embrasser tout le monde. Il suffit simplement qu'on lui donne un peu d'attention, peu importe de qui ça vient. Donc, j'espère que la dame aura gain de cause, réussira à se séparer de cet homme définitivement. Et voilà, ce genre de femme, il n'y a plus rien à faire. Elle est détruite. Bon, qui suis-je? Je ne sais pas, je ne saurais prédire son avenir, mais je dirais, il lui sera difficile de se remettre vraiment avec un homme dans une relation sérieuse. Ce sera beaucoup trop difficile parce que je ne crois pas qu'elle soit prête à oublier 9 bonnes années passées sous un toit où tout le monde sait que tu es marié, pourtant c'est l'enfer, c'est le martyre que tu vivais. Bon, nous sommes au Cameroun. Les procédures de divorce, ce n'est pas comme aller signer un papier où on te fait ça en une journée. Voilà. Mais là, comme si les deux parties sont d'accord, ça peut aller vite. C'est souvent compliqué lorsque une partie veut déranger, lorsque une partie bloque. Voilà. Donc, vivement qu'elle se libère et qu'elle se refasse, voilà, une autre vie. Pourquoi pas consulter des spécialistes qui vont l'aider à surmonter et à travailler son mental afin de pouvoir déployer ses ailes et aller vers l'avant. Alors j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si vous avez quelque chose à dire, faites-nous le savoir en commentaire. Ce sera toujours un plaisir d'échanger et de discuter. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.